Donc on reprend le lycée, tu as eu plusieurs nanas dont tu es tombé amoureux, friendzone, machin. Tu n'arrivais pas à obtenir l'amour et l'amour des femmes, leur désir en tout cas. Est-ce que tu étais comme beaucoup d'ados, je suppose, tu avais envie de sexe et d'affection, quoi, c'est normal, comme beaucoup de gens. L'affection, oui, sexe, j'étais pas. C'est pas le sexe, oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Tu m'avais dit, voilà, t'étais pas forcément, voilà. Encore aujourd'hui. Toi, c'était surtout un besoin affectif, quoi. Oui, un besoin affectif, oui. Moi, j'ai besoin beaucoup du contact humain, plus de contact que la pénétration. Et alors, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? T'as changé de stratégie, puisque tu m'avais dit, voilà, j'ai changé de stratégie. Arrivé en terminale, là, je me dis, je m'intéresse plus aux filles, ça fonctionne pas, donc je suis en stand-by là-dessus. Focus sur les études, entre guillemets. Socialement, tu vas bien, tu as tes amis, tu vas pas mourir pour ça, tu es encore jeune, continue la vie, quoi. Et c'est donc j'étais dans l'indifférence totale avec des filles du point de vue sentimental, pas relationnel, parce que relationnel, je les fréquente toujours. Mais vu que je prenais conscience que j'avais pas du tout la bonne stratégie, je comprends que les connards ont plus de chance que moi. Ça, je voyais tout de suite. Je sais pas si on peut parler de connard alpha, mais en tout cas, ça fonctionnait et pas moi. Donc je dis, je suis trop gentil, ça fonctionne pas. T'avais arrêté les filles à ce moment-là. Ouais, je n'observais même plus. Tu n'observais plus, ok. Ouais. Donc tu étais dans une phase de reclus sexuel et affectif. Ah oui, totalement. Donc comme un moine. Je fais une pause. En stand-by là-dessus, ne réfléchis pas et continue la vie. Au final, c'est une forme c'est presque une forme de manière de stratégie de survie presque, parce que si tu te mets en danger à chaque fois émotionnellement, si tu pars dans tous tes états à chaque fois, si tu foires tes études pour ça, si tu foires ta vie professionnelle, tes études, ouais, c'est pas terrible, quoi. Non, parce que ça m'affectait beaucoup, parce que quand j'étais au collège, au lycée, j'ai pris du temps à chaque fois pour me relever. Donc pourtant c'était juste un nom, quoi. Oui, c'était très banal. Oui, c'était juste un nom. Avec du recul, je m'en rends compte, mais c'était débile, en fait. Non, c'est pas débile. C'est les premières expériences qui font que j'ai vécu et j'ai ressenti comme ça, parce que je suis quelqu'un de très affectif et je prends tout à cœur. Oui, mais je crois que pour le coup, tout le monde prend un nom vachement. Enfin, c'est personnel déjà. C'est quelque chose que tu prends personnellement et c'est quelque chose qui fait mal, quoi. Non, tu n'es pas assez bien au niveau de la sélection sexuelle. T'es pas au top, quoi. Voilà. Tu sens le jugement. Voilà. Et c'est normal que ça affecte. Mais ça paraît si banal. On en a fait un mot-clé, on en a fait un truc un peu marrant, la friendzone, c'est rigolo, ça fait rire les gens, mais en fait, la friendzone, c'est un rejet. Hein, c'est juste, tu n'es pas assez bien, je suis pas intéressé pour toi, je suis pas intéressé par toi, tu me fais pas. Tu es mon ami, je t'aime bien comme ami. Ouais, c'est un euphémisme pour dire en fait, non, tu me plais pas. Et c'est très bien, c'est très intelligent parce que c'est très diplomate, hein, d'une certaine manière. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, tu comprends ce que ça veut dire. Au bout de 20 fois, tu fais d'accord, ok, je vaux rien. Et c'est ça c'est que la fille, en fait, elle se rend pas compte, et puis on n'a pas à la faire culpabiliser, mais je veux dire, c'est vrai que quand ça devient tellement banal pour elle de mettre des râteaux, à mon avis, qu'au bout d'un moment, elle se rend plus compte qu'il y a un être humain derrière, quoi. Le pire, c'est que les filles à cet âge-là, dans le même âge, mais les filles ne prennent pas de râteau, donc c'est elles qui choisissent. Elles savent pas ce que c'est de se prendre un râteau. Elles savent pas. Elles choisissent simplement et sélectionnent le meilleur qu'elles préfèrent, mais sans prendre forcément de râteau, quoi. Donc, c'est l'un des avantages à être une femme. Il y a des inconvénients aussi, mais parce que tu vas te faire draguer par des mecs que t'aimes pas, pour le coup, et c'est aussi quand même chiant, à mon avis, de devoir leur dire non. Mais il y a aussi l'avantage de pas... Tu prends pas un risque et tu ne prends pas le risque d'humiliation qu'il peut y avoir derrière un râteau, surtout dans le sens où il y a un groupe, quoi. Il y a les autres gens qui peuvent être au courant de ça. En tout cas, c'est pour faire la transition pour passer des filles aux hommes, à la fac notamment. C'est vu que j'étais dans cette phase d'indifférence avec les filles, la gente féminine d'un point de vue sentimental. Vraiment, j'étais indifférent, je m'intéressais vraiment plus du tout à l'amour. Et du coup, jour au lendemain, je pense que... Et j'ai vu ça... Moi, j'ai eu assez de recul parce que j'ai vécu... parce que j'étais déjà plus âgé, enfin j'avais 21 ans, 22 ans. Où là, quand mes parents étaient en plein instant de divorce et que j'étais totalement dans le rejet de mon père, de l'image de mon père pour cause d'infidélité entre autres, mais en tout cas qui fait que j'ai détesté son image à ce moment-là encore plus que d'habitude.
quand j'ai rejeté son image, j'ai tout de suite compris que j'étais en pleine obsession sur un gars, un beau gosse de la fac. Oui, alors tu disais qu'il y avait une corrélation. Comment tu expliquerais ça? Je sais pas, moi je l'ai vu, j'ai ressenti, j'ai vu que plus j'ai testé mon père, plus je kiffais ce mec. Et j'ai vu. T'expliques ça comment? Il était grand, baraqué et tout, le mec protecteur et tout. Enfin, Oui, mais parce que tu me dis ton père, donc il y avait du dégoût, c'est ça? Tu avais du dégoût pour lui? Ouais, enfin, j'ai vu ça moi-même. Enfin, j'étais surpris moi-même. Je voyais que quand j'ai détesté mon père, tout de suite, du jour au lendemain, j'ai eu une forte attraction pour ce mec, quoi. Mais est-ce qu'il y a une causalité? Parce que corrélation n'est pas causalité. Peut-être, mais moi je voyais, donc après peut-être je me trompe. Parce qu'on pourrait penser qu'il y a une figure paternelle en moins, donc il faut la retrouver ailleurs, ou... Je suis pas psychanalyste, hein, mais... Je sais pas, toi t'as pas d'idée, ouais, bon, c'est juste un constat, quoi, c'est un constat. Moi, c'est mon ressenti, après je peux me tromper, hein, mais je voyais. Donc t'as soudainement été attiré sexuellement, on est d'accord? Ou c'était un besoin de te retrouver quand on dit sexuellement, j'entends besoin de pénétration. Ouais, bah c'est ça, oui. Bah non. Est-ce que c'était ça? Non, mais il y avait quelque chose. Pour moi, c'est sûr que physiquement, il me faisait quelque chose, mais je voulais pas la pénétration. En tout cas, c'était ambigu. C'était la première fois que je ressentais ça et ça me faisait peur moi-même au final. La première fois, j'ai eu peur de ce que je ressentais, mais j'ai eu assez de recul pour comprendre. J'ai vu le lien tout de suite avec le père. Alors que pour moi, quand tu parles avec d'autres homos qui ont vécu des expériences sentimentaux depuis le collège, voire même l'école primaire, ils n'ont pas assez de recul sur la présence paternelle, ou peut-être ils ont le père ou quoi que ce soit, il peut être très présent, quoi que ce soit, et c'est peut-être qu'hormonal et pas forcément social. Enfin, non, mais il devait y avoir des milliers de facteurs. De toute façon, là, mais moi, je veux dire, plus que tu m'avais dit, il y a des facteurs génétiques, c'est évident, des facteurs hormonaux avant la naissance, ce qu'on appelle le taux de testostérone prénatal, hein, ça joue évidemment. Mais il y a peut-être aussi un petit déclencheur dans l'environnement, et c'est ce qui était intéressant d'étudier avec toi, quoi. Est-ce qu'il y a pu avoir un déclencheur qui aurait activé une prédisposition génétique ou un potentiel? Prédisposition, ça fait maladie, c'est pas une maladie. Ce que je voulais voir aussi, c'est si cette indifférence des filles-là avait pu t'amener à regarder un peu les garçons. Vu que j'étais dans l'indifférence pendant de 17 jusqu'à 21 ans, du jour au lendemain, quand mon père divorce avec ma mère que je déteste, là je vois tout de suite une attraction pour un gars. Donc là ça m'a fait peur. Je me suis beaucoup remis en question, j'ai essayé je me dis non, j'ai essayé de prendre recul, je dis non, je suis pas obligé de céder non plus à l'attraction. Enfin, mais c'est ambigu parce qu'on ne sait pas si c'est sexuel ou si ça a besoin de se retrouver dans les bras d'un homme, ce qui peut être affectueux. J'étais dans l'ambiguïté moi-même. Comme un petit frère qui rechercherait le soutien d'un grand frère, tu vois. Donc c'était ambigu et tout le monde autour de moi qui connaissait cette histoire essayait de me conseiller et tout. Mais moi j'étais dans l'ambiguïté totale, donc je me suis dit je mets ça de côté. Je réfléchis pas, enfin c'est arrivé, ça arrive, on va voir quoi. Donc c'était une expérience et après parce que après mes parents. T'as couché avec cet homme? Ah non pas du tout. Ah oui d'accord. Ah non pas du tout, il était hétéro, enfin il était hétéro, clair et net. Oui, il est hétéro. Et c'est au fait après ma première véritable expérience homo, enfin mon premier baiser, c'est 2 ans plus tard à peu près. D'ailleurs, en lisant, enfin là c'est quand même le paradoxe suprême, c'est en lisant Zemmour. je lis Zemmour, le premier sexe. Okay. Et je me dis non, il faut que je fasse quelque chose, je vais embrasser un mec. En lisant Zemmour, c'est MDR. Zemmour t'a poussé dans les bras des hommes, quoi. Voilà, exactement. C'est chelou, mais c'est vrai, 2 jours plus tard. C'est peut-être ça le message caché derrière ce livre en fait. Allez voir le premier sexe. Aller vers le premier sexe, peut-être, on sait pas. J'ai pas pensé ça comme ça. Mais bref, non, mais en tout cas, je crois que je t'avais dit, enfin, je sais plus, j'ai jamais retrouvé cette phrase dans ce livre, pourtant le livre est hyper court, mais c'est comme s'il disait, si vous n'êtes pas obsédé par les femmes, enfin intéressé par les femmes, soit vous avez un problème, ou soit vous êtes homo, quoi. Tu l'as peut-être inventé la phrase. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça le pire. Si j'ai inventé, c'est. Écrire un livre. Alors, à ce moment-là, tu avais 21 ans, c'est ça? Ouais, 22 ans. 22. À ce moment-là de ta vie, tu recherchais les bras protecteurs d'un homme. Ouais. Pourquoi tu recherchais ces bras? L'affection, moi je recherche. Pourquoi c'est obsessionnel? Tu dis des bras, tu dis pas. C'est plus que il y a de l'affection évidemment, oui, non, mais il y a aussi le fait de sortir protégé. C'est important pour toi. Oui, mais clairement. Enfin, je suis, même adulte, je me suis déjà fait plus ou moins agresser quelques fois dans ma vie. Ouais. Ces 4 dernières années, c'est déjà arrivé, encore l'année dernière. Donc pour moi, la protection, enfin, quand je me sens trop bien. Quand je suis avec quelqu'un, par exemple, qui n'a pas peur, tu vois, quelqu'un de téméraire, ça me fait quelque chose. Mais vraiment, genre un truc à la con. J'étais jeune dernièrement et j'étais avec un ami et il avait pas peur de rien et je me sentais trop en sécurité, quoi. Et je me sens trop bien à chaque fois et je suis dans une relation. Enfin, j'aime trop, c'est malsain aussi peut-être de ma part, des relations de dépendance. Du coup, quand on me guide ou quoi que ce soit, enfin, j'aime trop être guidé.
j'aime trop qu'on me guide. Enfin, c'est sûr que pour moi, là, je recherche tout le temps être en sécurité, quelqu'un qui me mène en sécurité. Mais je comprends que sur le long terme, c'est pas du tout intelligent, parce que je vis ma vie seule et c'est moi-même qui a besoin d'assurer ma propre sécurité. Je dois être mon propre protecteur. Et quand tu dis sécurité, protection, c'est physique ou alors c'est aussi psychologique? Surtout psychologique. Ah ouais, c'est les deux. C'est les deux. Hein. C'est aussi psychologique. Vu que pour moi, je ne suis pas né dans un environnement porteur familial où on m'a beaucoup encouragé. Je ne dis pas que j'ai été maltraité, violé, je ne sais quoi, hein, pas du tout. Mais en tout cas, on n'a pas les parents. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas eu des mots assez juste pour me donner assez confiance en moi, quoi, au final. Qui fait que je suis tout le temps attiré dans des relations amicales avec des mecs qui me rassurent. Quand je suis avec un mec qui me rassure et tout, ça me fait trop... C'est peut-être ça au final, ce qu'il te faut, c'est une amitié, une belle amitié virile, ouais, voilà. Je voulais te demander, Antoine, quand tu t'es dirigé vers le premier mec, est-ce qu'à ce moment-là, donc tu pensais plus aux filles, c'est vrai, tu m'as dit j'avais arrêté toute tentative avec les femmes. Ouais, c'était mort, limite mort et intérêt, indifférence totale, point de vue sentimental. Ouais, t'avais abandonné, c'est comme ça, quoi. Mais quand tu te masturbais, pour être cash, hein, quand tu te masturbais, quand tu regardais du porno, c'était des filles ou des mecs? C'est ambigu pour le porno en tout cas, parce que en tout cas quand je pensais, limite presque je pensais à rien. Il suffisait juste que je sois en érection pour me masturber, tout simplement. Et pour le porno, si je regarde du porno et que je masturbe devant du porno, en général, je ne regarde pas du porno gay. Je nous parle. Oui, donc les pratiques sexuelles homosexuelles ne te font pas bander, quoi. Tu ne sens pas de désir pour ça, quoi. La sodomie ne m'intéresse pas, ça c'est sûr. Et donc, je sais pas, le fait de. Je pense que tout le monde a déjà juste regardé par curiosité, même si c'est un peu hétérosexuel, un porno gay rapidement, juste pour voir c'est quoi le concept. Et non, ça me révulse en fait, au final. Tu vois deux hommes qui font, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'ai peut-être un réflexe pas très tolérant. Mais bref, non. Donc, du coup, je regarde du porno hétéro, mais après, c'est vrai, est-ce que je monte sur la femme ou l'homme? Moi-même, je sais pas au final. Je vais être très franc. Parce que je suis pas forcément intéressé. Enfin, je pense que le fait de voir un homme qui pénètre une femme, je trouve ça. Peut-être, je regarde ça comme où je serais un sorte d'avatar, c'est un sorte de moi dans un monde virtuel et tout. Ça devient très malsain, là. Mais ça m'a limite pensé ça, quoi, le porno. C'est tu vis par procuration de sexualité dans le monde virtuel. Et que tout ce que tu peux pas faire dans la réalité, tu fantasmes avec un personnage fictif, des acteurs porno qui le fait à ta place. C'est-à-dire prendre une femme, ce que pour moi, prendre une femme, c'est au sens, c'est limite dénigrant pour la femme. C'est vrai que je pense que j'ai du mal à incarner le mâle dominant. Là, d'un point de vue sexuel, le mâle dominant existe. Hein. Une femme, je pense, va prendre du plaisir avec un mâle dominant d'une certaine manière sexuelle. Elle va pas avec un homme dominé. Peut-être chacun son délire. Je sais pas. Mais je pense qu'on est une paire de fil. Non, parce que tu as survolé un point dont on avait parlé dans le message, dont tu m'avais parlé dans le message. Comme quoi, pour toi, prendre une femme, c'était violent et tu trouvais que c'était un manque de respect de la femme et que ça te dégoûte d'une certaine manière. Ça te fait peur, ou je sais plus comment tu me le disais exactement. Peur et dégoûté en même temps, c'est que... pour toi, c'est un manque de respect, c'est ça qui te met mal à l'aise. Ouais, je pense que j'ai trop de respect pour les femmes pour les prendre. Et oui, pour moi, c'est dénigrant dans l'image, de prendre une femme, tu apprends pour assouvir tes besoins sexuels, alors que c'est dans les deux sens, hein, c'est dans les deux sens, l'homme ou la femme prennent du plaisir, chacun du corps d'autrui, formé qu'un, physiquement. Mais non, ça me met mal à l'aise, la symbole même dans l'acte sexuel, vu que je me considère toujours comme puceau. Dans l'acte sexuel, il y a un côté, il y a un côté violent, qui me révulse. Je peux pas incarner cette violence, en tout cas.
Ça m'a limite pensé à un espèce de symbolique même de la mort où tu prends ton épée et tu tues la femme. Et je me sens pas capable de prendre C'est intéressant, hein, ça. prendre mon épée pour tuer la femme, cette femme. Ton épée. Prendre l'épée.